La colère. Ouais. Tu veux t'en charger? C'est ton combat. Générique. Salut à tous, est-ce que vous connaissez l'incroyable Hulk? Si on parle de colère et de comics, on peut difficilement passer à côté de ce monstre vert qui est sans aucun doute le plus grand représentant de ce péché. Enfin, ça c'est si on oublie Red Hulk. Oui, mais on a déjà fait une vidéo dessus. Dans ce cas, c'est si on oublie She-Hulk, Red She-Hulk, Rick Jones, Abomination, Spider-Man, Hirokala... On a compris. Bref, on va parler du géant vert. Comment ça, Spider-Man? Bah, dans le numéro 70 de Web of Spider-Man, il devient accidentellement le Hulk. Ok, c'est une information. Bref, on est parti pour l'historique de sa création. Alors, pour créer notre bon gros géant, il a fallu deux hommes, les très célèbres Stan Lee et Jack Kirby, qui ont créé moult de vos héros préférés. On va donc pouvoir s'attarder sur la 9843e d'entre elles. Et pour un peu changer, on va pas parler de l'histoire des deux hommes, on gardera ça pour une prochaine fois. Ouais, quand on parlera du premier héros qu'il a créé. Alors, il y a peu de chance, parce que le premier héros créé par Stan Lee, c'est... The Destroyer. Le machin d'Antor, là? Non, ici on parle de Kevin Marlowe, alias le Destroyer, un super-héros blond aux yeux bleus et allemand, avec les pouvoirs de Captain America. Vivement son adaptation ciné. Donc, on se retrouve ici au début des années 60. Alfred Hitchcock nous offre son cultissime Psychose, le Dr Seuss nous parle de poissons, les Japonais lisent Captain Ken, et pour ce qui est des comics, eh ben, on est dans la panade. Parce que, en effet, ça fait plus de 10 ans que le Comics Code Authority fourre son nez dans les publications. Wow, c'est quoi le Comic Code Authority? Tu vois la polémique sur les jeux vidéo qui ressort à peu près à chaque fois que des gens qui n'y connaissent rien veulent trouver un responsable à la violence? Ouais... Bah dans les années 50, on a fait la même avec les comics. Plusieurs fois. La première en 1948, lorsque l'Association of Comics Magazine Publishers proposa un code en 6 points, lui-même inspiré du Hays Code du cinéma. Oui, parce qu'on n'en parle pas assez, mais le cinéma aussi, il a eu son code de censure. Un code en 10 interdits et 25. Bon, c'est pas interdit, mais faites gaffe quand même. À savoir, vous pouvez les montrer, mais il faut que ce soit acceptable. Par exemple, on peut montrer des scènes brutales, mais il faut qu'elles soient de bon goût et pas vulgaires. Y a pas d'équivoque. Vous êtes franchement un bourrin dans toutes circonstances. Par contre, il est interdit de se moquer du clergé ou de faire une offense délibérée à toute nation, race ou croyance. Ben ça c'est bien du coup. Ce serait bien si 5 commandements plus tôt, il n'était pas interdit de montrer du métissage. Et qu'ils n'étaient pas super chauds à l'idée de représenter des noirs. Surtout si ces derniers avaient une place importante. Donc, on peut pas offenser certaines personnes, mais les recaler dans le fond de la classe, ça passe. Tant que c'est fait dans le bon goût. Un code qui perdurera jusqu'aux années 60 avant d'être abandonné grâce à Marilyn Monroe. Que s'est-il passé? Ok, celle-là, je l'ai pas vu venir. Disons que la sortie de Napprouvé de certains lèvres chauds et l'argent qu'il a apporté, ça a pas mal fait pencher la balance. Pour en revenir au premier Comics Code, parce que c'est quand même de ça qu'on parlait à la base, il propose 6 points qui se résument en pas de sexe et pas de crime, ou s'il y en a, ne pas le montrer avec de la sympathie pour les criminels. Et sur les 34 éditeurs de l'époque, il y en a que 12 qui acceptent. Autant dire que c'est un échec. Mais quelques années plus tard, Frederick Wertham, psychiatre, sort un livre intitulé Seduction of the Innocent. Un bouquin qui va terroriser les parents de ces jeunes qui osent lire des comics et qui va monter jusqu'au Sénat qui s'interroge aussi sur l'impact que peut avoir ces pages de BD sur les petites têtes blondes. Il va donc y avoir une commission d'enquête basée sur des experts et leurs études diverses et variées pour avoir un avis éclairé sur la question. Ça a l'air trop beau pour être vrai. C'est parce que ça l'est. En vrai, ils vont demander à une seule personne, Frederick Wertham, qui va donc s'auto-valider. Ça c'est con. Mais plot twist, non pas à Saint-Tropez mais chez les éditeurs de comics, qui craignent de devoir faire face à une trop grande censure. Disons que les règles sont pas obligatoires, mais elles sont quand même vachement conseillées. C'était vivement recommandé, disons. C'est vrai que ça m'aurait mis de travers qu'on me dise non, mais bon... Donc ils fondent la Comics Magazine Association of America. C'est pas déjà ce qu'il y avait avant?
absolument pas. Ça, c'était l'Association of Comics Magazine Publishers. Ces deux noms qui n'ont rien à voir. Cette nouvelle association va elle-même créer le code que l'on connaît, toujours à base de pas de violence, pas de sexe, etc., etc. Un compromis qui ne va plaire à aucun des deux partis. Wertham pensant que d'avoir les éditeurs comme juges, ça va pas le faire, et Bill Gates, qui dirige EC Comics, dont les principales publications sont basées sur l'horreur et le crime, pas de bol, considère que c'est mauvais pour le business. Mais le plus étonnant, c'est que Bill Gates, il était l'un des membres principaux de l'Association of Comics Magazine Publishers, donc déjà en faveur du premier acte. À partir des années 60, les comics underground commencent à apparaître, et ils sont vendus dans un circuit parallèle, ne se préoccupant pas des restrictions du code de censure. Cette apparition va être le premier grain de sable dans cette machine bien huilée, qui va se dégrader de décennie en décennie. Et si vous pensez que ça fait longtemps qu'elle a disparu, sachez que DC a continué à soumettre ses comics au comité jusqu'en 2011. Ah ouais, il aura fallu du temps. Vous vous pointez avec 3/4 d'heure de retard, pas bonjour, pas merci. Donc, après 10 ans durant lesquels les comics sont mal vus, il retrouve un élan de popularité. Mais malheureusement, Marvel est en manque de héros pour botter des fesses. Son Capitaine d'Amérique étant congelé, Namor ayant perdu la mémoire, et la Torche Humaine originale ayant purement et simplement disparu. Ce qui a provoqué l'apparition des 4 Fantastiques en 61, et un an plus tard, d'autres monstres gris. Oui, parce que dans sa première aventure, Hulk était gris, mais à cause d'un papier de mauvaise qualité, le rendu n'était pas terrible. Et donc, dès son second numéro, il adoptera sa teinte verte. Et le personnage n'a pas pris, sa série de comics s'arrêtant après 6 épisodes. Dessiné par Kirby au départ, puis par Steve Ditko. Après ça, il fera des caméos dans d'autres séries, j'ai une impression de déjà vu, et redorera son blason dans un combat d'anthologie face à la chose, dans le 12e numéro des 4 Fantastiques. Bon, en vrai, celui-là est pas très anthologique. Il faudra attendre le second affrontement, dans le numéro 25, pour que le personnage retrouve sa superbe, continuant ainsi la longue tradition de combat entre héros, qui avait débuté avec la Torche Humaine et Namor, quelques années plus tôt. Robert Bruce Banner, car je rappelle, son petit nom officiel, c'est Robert, est le fils de Brian et Rebecca Banner, et si sa mère débordait d'affection pour son fils, Brian lui débordait de tarte dans ta tronche. Je connais pas ce fruit. Ça veut dire qu'il battait son fils, sous prétexte que les expériences qu'il a fait sur les radiations avaient modifié son ADN à lui, et lui avaient donné un fils mutant. Mais si son ADN a changé, c'est pas plus vite lui qui devrait être un mutant, plutôt que son fils? Son père a fini en hôpital psychiatrique après avoir tué sa mère. Donc, niveau logique, on n'est pas sur un foudre de guerre non plus. Par contre, Robert gagne un point héros pour avoir perdu un proche. Ah, Gilbert. Après ça, il va être recueilli par l'une de ses deux tantes, Suzanne Banner, et son mari Drake. Pendant que son autre tante, Hélène Banner, épousera Maurice Walters, avec qui il aura une fille, Jennifer. Et les deux cousins passaient déjà pas mal de temps ensemble, Robert fuyant son père en allant à la bibliothèque avec sa cousine. Il grandit ainsi et développa un trouble dissociatif de l'identité, s'inventant notamment un ami imaginaire, répondant au doux nom de Hulk, un personnage imaginé pour le protéger des traumatismes qu'il avait subis durant son enfance. Un ami imaginaire qui ne devait être qu'une passade, selon les spécialistes du milieu. On en est où avec ce trouble ? Ouais, on reste clairement sur des personnages compétents autour de lui. Ouais, mais ça va, on a tous eu des amis imaginaires étant gosses, pas vrai, Bob? Bob n'existe pas. N'écoute pas, Bob. Toi et moi, on sait que tu es réel. Bon, le souci, c'est que Hulk n'est pas non plus le meilleur ami qu'on puisse imaginer. C'est plus vite le genre d'ami à faire une connerie, puis une fois qu'il se fait choper, à vous refiler toute la culpabilité. Bah, où il est? J'en sais rien, il s'est passé un truc. Bob ne ferait jamais ça. Ici, il a notamment proposé à son ami réel de faire une bombe pour faire exploser son école. Ce qui me fait poser deux questions. Primo, comment est-ce que Hulk sait comment on fabrique une bombe? Et deuxio, il l'a fait avec quel ingrédient? Ou alors il l'a juste fait avec du lait en poudre. Quoi qu'il en soit, Robert refusa de placer la bombe dans l'école. Hulk prit alors le contrôle de son corps, parce que les amis imaginaires peuvent faire ça, et il plaça la bombe dans l'école. Robert finira par s'en rendre compte et vouloir la désamorcer,
Mais lorsque le principal découvrira qu'il a voulu faire sauter l'établissement, il l'enfermera dans la chaudière et le battra à mort. Et Hulk ne l'a pas aidé. Non, non, il est clairement ce genre d'ami. Avec des amis comme ça, hein, Gary? On n'a pas besoin d'ennemis. Et l'histoire va encore plus loin que ça, parce que après sa sortie de l'hôpital, Robert et Suzanne ont dû déménager pour lui éviter la prison. Alors là encore, quelques petites questions. Petit 1, pourquoi c'est lui qui doit aller en prison alors qu'il a désamorcé une bombe et pas le principal qui l'a battu? Petit 2, est-ce que quelqu'un s'est penché sur cette histoire de TDI? Et petit 3, depuis quand changer de ville, ça évite la prison? Entre-temps, Suzanne est approchée par un certain Thaddeus Thunderbolt Ross. Parce que la bombe de Robert, elle était loin d'être parfaite, mais elle a quand même impressionné les militaires. Il leur en faut peu. Bon, vous avez construit une bombe qui n'a pas explosé, les fils étaient dans un foutoir pas possible, vous avez mis les piles à l'envers, et je n'ai toujours pas compris la présence de ce lait en poudre. Vous êtes engagé. Par contre, on va vous trouver un meilleur nom. Si seulement ils avaient su ce qui allait se passer par la suite. Mais avant ça, Robert dut continuer les études, passant d'abord par la Desert State University, Harvard et l'université de Pennsylvanie. Je présume qu'il a souvent dû changer d'état. Mais durant tous ses séjours scolaires, il finira par rencontrer un autre scientifique, devenant à la fois son rival et par la suite son meilleur ami, un génie milliardaire playboy philanthrope, Anthony Edward Stark. Et Hulk dans tout ça, il devient quoi? Alors, curieusement, depuis l'épisode de la bombe, il est aux abonnés absents. Donc, c'était bien passager. Visiblement, oui. Bref, il finira son parcours en Californie et obtiendra son doctorat en physique nucléaire, comptant bien œuvrer pour la science de manière philanthropique. Sauf que, niveau pognon, c'est assez moyen, et personne ne veut le financer dans le secteur privé. Et c'est à ce moment que se rappelle à son bon souvenir le général Ross, qui vient avec deux arguments de poids pour convaincre Robert. Le premier étant une place payée au service de l'armée dans sa branche bombe de destruction massive. Ce qui est assez ironique puisque la seule chose qu'il ait jamais fait avec une bombe, c'est de la désamorcer. Et l'autre argument, sa fille Betty Ross. Enfin, c'est pas un argument à la base, mais pour Robert, ça va très vite en devenir un, parce que les deux vont tomber amoureux. Donc voilà notre Robert bombardé comme spécialiste des rayons gamma dans une base au Nouveau-Mexique. Et lors du premier essai de la bombe, dans un terrain sûr et sans aucune vie aux alentours, Bruce remarque un ado qui fait bubus à côté de la bombe. Alors, vous allez me faire croire que dans un pays où il est impossible de s'approcher de la zone 51 à moins de 50 km sans avoir l'armée qui surveille vos moindres faits et gestes, il y a un gamin qui a réussi à s'infiltrer sur le site sans aucun problème. Bref, en voyant le gamin, Robert décide d'annuler le test, le temps de l'aider à se mettre à une distance respectable de l'explosion, en demandant à son collègue, Igor Starsky. Vas-y, tu en meurs d'envie. Sauf que Starsky, comme son prénom le laisse si subtilement penser, n'est pas américain, mais bien un espion russe, Igor Drenkov. Et il se dit que ça peut être une bonne idée de laisser quand même exploser la bombe. Comme ça fait accident, l'armée arrête le projet, et les États-Unis n'ont pas de bombe. On lui dit que la mort de quelqu'un n'a jamais arrêté l'armée de quoi que ce soit. Donc, alors que Robert se trouve face à la bombe, elle explose. Et c'est une fin de comics pour le Dr Banner. Sauf que non, Robert n'est pas mort dans cette explosion. Il a fait exprès de faire croire qu'il était mort. Même pas, car l'explosion, dans une chance incroyable aux probabilités minuscules, a ouvert une porte vers le multivers qui a tué Robert pour ensuite le ramener à la vie dans un laps de temps tellement court que personne s'en est rendu compte. En revanche, ce qu'ils ont pu constater, c'est qu'à la place de Robert, il y avait à présent un géant gris qui prit la poudre d'escampette. Et en voyant la créature, le général Ross décida de l'appeler Hulk. Une coïncidence fort bienvenue, vu que c'est son nom. Ah oui, et il s'est aussi dit qu'il ferait bien dans son armée. En ce qui me concerne, le corps de cet homme appartient intégralement à l'armée.
Et je présume que de se prendre une bombe gamma dans la tronche, ça lui a mis un peu en colère. Pas spécialement, qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah Hulk, il se transforme pas une fois en colère? Ah oui, mais non, à ce moment-là, le Hulk, il se transforme seulement pendant la nuit, et Robert revient le matin. Une sorte de loup-garou avec moins de poils. Et gris. C'est après que son corps s'est adapté et qu'il ne se transformait plus qu'au moment de piquer sa colère. Ce qui, quand on y réfléchit, ne fait pas beaucoup de sens. Pourquoi? Ben, ce serait plus simple pour le corps de soit se transformer quand il le demande, soit ne pas se transformer du tout. Mais entre se transformer toutes les nuits ou se transformer quand on marche sur le pied, c'est une adaptation relativement contraignante. En effet. Habile. À partir de là va commencer la poursuite de Ross à l'encontre du méchant Hulk et des soupçons sur son identité. Parce que, visiblement, le fait qu'il soit apparu sur les lieux de l'accident et qu'on n'a jamais retrouvé le corps de Banner, c'est pas une preuve valable. C'est vrai que ça semble ne choquer personne. En tout cas, Hulk va se trouver des amis, notamment Rick Jones, le gamin sauvé par Robert un peu plus tôt, qui se sent légèrement coupable des faits. Parce que, oui, s'il y a bien une chose qui manque à l'incroyable Hulk, c'est l'intelligence de son alter ego. Hulk n'est pas intelligent. Oui, le type qui sait construire des bombes avec du lait en poudre. Oui, tu veux en venir où en fait? Eh ben, comme dirait sa cousine, je n'ai pas d'autres questions, votre honneur. Je suis un petit peu dubitative. Les aventures de Hulk pouvaient à présent commencer, et miraculeusement, sans que ça ne soit jamais expliqué, le géant gris armera une merveilleuse couleur verte d'un jour à l'autre. Peut-être était-ce à cause du générateur de rayons gamma qu'il portait sur lui pour aider sa transformation. On ne sait pas trop. Il finira envoyé dans le futur par Doom. Alors, il avait quoi pour se transformer? Afin d'affronter un Ultron surpuissant devenu maître du monde. Un affrontement entre les deux qui se terminera par la décapitation de Hulk. Qu'est-ce que tu fais? Bah, le type à la tête arrachée, donc j'en déduis qu'il est mort, fin de vidéo. Non, parce que Hulk a cette capacité méconnue de pouvoir vivre sans sa tête. Pour ça, il lui suffit juste de la retrouver pour la recoller à son corps. Je suis maintenant sûr à 100% que vous avez vu un cartoon. Hulk, même s'il est le plus souvent rangé du côté des héros, n'est pas pour autant apprécié par ses alliés de toujours, y compris de son ancien compagnon de chambre, Tony Stark. C'est vrai. Ainsi, contre toute attente, une fois qu'il a décidé de quitter l'équipe des Avengers, étant lui-même un des membres fondateurs, les Avengers ont décidé qu'il était une trop grosse menace et l'ont traqué. Fort heureusement, il a pu trouver un allié en la personne de Namor. Autant dire qu'il n'a pas parié sur le meilleur cheval. Mais au moins, on a pu avoir un gros combat entre Hulk et le dieu nordique armé de son marteau. Et l'amour entre le monstre vert et les autres héros, ça va être à peu près ça tout le temps. Après un départ en sous-marin pour quelques temps, il revient à New York pour se venger des Vengeurs et des 4 Fantastiques. Parce qu'il fallait bien une suite à Hulk versus la chose. Et ce n'est pas le seul qui va mener le monstre par le bout du nez, puisqu'il va croiser sur sa route au fil des années le Professeur Xavier, le Docteur Strange, Black Panther, Spider-Man, etc., etc. Et il va aussi se faire manipuler par à peu près tous les méchants capables de le faire. La manipulation mentale, je connais. Mais il pourra toujours compter sur son vieux pote Namor, avec qui il s'offrira un bon buddy movie quand ce dernier se fera éjecter de l'Atlantide. Et après de nombreuses années, tantôt du côté des gentils, tantôt du côté des gentils aussi, mais contre d'autres gentils, il fut envoyé par le Shield pour détruire une base de l'Hydra dans l'espace. Et c'est à ce moment précis que les Illuminati ont décidé de l'envoyer vers une planète sans aucune forme de vie. Qui aurait pu imaginer ça d'un groupe composé d'Iron Man, de Reed Richards, du Docteur Strange, de Charles Xavier, que des gens qui ne lui ont jamais fait confiance et qui l'ont trahi à la moindre occasion. C'est vrai. Dans le groupe, il y a même Namor qui le trahit aussi, parce que les amitiés, ça va, ça vient. Et comment est-ce qu'il a pris cette trahison? Alors, partant du principe qu'il a été s'entraîner sur Sakaar en devenant gladiateur, avant de se dire qu'il allait retourner sur Terre. Et de là, il a affronté les Avengers, les X-Men, les Defenders et à peu près tous les groupes de héros, en gardant les meilleurs pour la fin, à savoir les 6 Illuminati qu'il a massacrés pour s'en sortir victorieux. À ton avis, comment est-ce qu'il l'a pris? Pas très bien, je dirais. Faut dire, pour des êtres intellectuellement plus élevés, se mettre à dos le machin vert était pas la meilleure des idées. Et pourquoi ça? Lance la 3e partie. Ok.
Parce que le pouvoir de Hulk, c'est que plus il est en colère, plus il est fort. Donc c'est clairement pas le mec que tu veux mettre en rogne. Voilà, c'est tout. C'est à la fois très concis et curieusement très déceptif. On pourrait croire qu'il existe deux identités à notre Dr. Jekyll et Mr. Hyde super-héroïques. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. S'il n'y a bien qu'un seul Robert, il y a une multitude de Hulk. Nous sommes plusieurs? On va commencer par la version la plus courante, le Hulk sauvage, qu'on appelle aussi parfois le Hulk enfant. Surnom qui lui vient du fait qu'il agit le plus souvent comme un enfant de 6 ans. Un enfant de 6 ans qui peut raser la moitié de New York, mais un enfant quand même. C'est la première incarnation du personnage, celle qui discutait avec le jeune Robert quand il était un enfant. D'où le fait qu'il est resté à ce stade intellectuellement. Mais en étant toujours capable de créer des bombes. Oui, en effet, ce côté enfantin explique aussi pourquoi il cherche toujours à avoir la paix. Il ne comprend pas forcément pourquoi ses amis en viennent à le frapper à chaque fois qu'il casse le dernier jouet du Shield. Où ça? Vous avez loué ma chambre. La seconde personnalité est le Hulk gris, qu'on surnomme également Joe Fixit. Il est plus petit que les autres Hulk, mais aussi nettement plus intelligent. Cependant, il a gardé un temps la transformation uniquement la nuit, contrairement à son homologue de Jade. D'ailleurs, si la force du Hulk enfant est proportionnelle à la colère, ici c'est plus inversement proportionnel à la lumière du soleil. Moins il y a de soleil, plus il est fort, ce qui fait qu'il n'aime pas trop les nuits de pleine lune. À l'instar du Hulk enfant représentant la jeunesse de Banner, ici on est devant un Hulk adolescent représentant tout ce que Robert aurait pu être s'il n'avait pas été aussi réservé. Rien ne pouvait me surprendre davantage que de voir un homme aussi effacé qui me serre la main. Mais qu'est-ce qui se passe si on prenait les trois personnalités et qu'on les fusionnait? Eh ben on obtiendrait le Hulk fusionné. C'est original comme nom. On peut aussi l'appeler Professeur Hulk. On est là avec un Hulk ayant la plus grande force des trois, au calme, mais aussi et surtout le plus intelligent, puisque c'est Robert aux commandes. On peut d'ailleurs voir ce personnage comme étant soit le Hulk parfait, ou le Banner idéal, au calme. Pourquoi tu arrêtes pas de dire au calme? Parce que les Hulk ont deux états distincts, la forme au calme, qui correspond à la forme de base, et la forme en colère pour quand ils sont un peu moins au calme. Tu m'en veux pas? Et c'est quoi l'ordre de puissance? Alors, au calme, ça donne Joe Fixit, Hulk sauvage, le professeur. Et pas au calme? Pas au calme, la version grise ne change pas, la version verte obtient une force virtuellement illimitée, et le professeur... Comment dire? Quand il se met en colère, il redevient Banner, mais avec la personnalité du Hulk enfant. Et plus il se met en colère, moins il est fort. Le meilleur des deux mondes. Vous l'avez compris, des Hulk, il y en a un paquet, donc on va encore s'attarder sur deux d'entre eux. Le premier étant le Hulk moralement mauvais, qui se nomme Clu. Pour la faire courte, ce Hulk est né des mains de Wanda alors qu'elle cherchait à arrêter un Claude de Crâne Rouge. Oui, bah ça peut arriver à tout le monde de se planter. Clu est la version démoniaque de Hulk, même s'il existe aussi un Devil Hulk, mais qui lui est le Hulk de son père, ainsi qu'un autre de ses alter-ego. Non mais c'est un bordel dans sa tête. Tout ce qui intéresse ce Hulk, c'est de prendre un bon bain chaud dans le sang d'innocents. Oui, on est sur un bon niveau démoniaque. Côté force et intellect, il a une intelligence moyenne et une force... Alors, une force qui peut faire voler des super-héros de l'Arizona jusqu'à Paris. Avec une simple claque. Ouais, tu prends une baffe et tu te retrouves sur le cul. Et enfin, pour terminer en beauté, on va parler de Maestro, sans doute le pire de tous les... Eh mais Clu, c'est Hulk à l'envers en fait. Le pire de tous les Hulk. Alors, on est là devant un personnage un peu spécial, puisqu'il s'agit d'un Hulk d'un futur alternatif. Faut s'accrocher. Bah je m'accroche, fais que ça, vous pouvez me croire. Pour l'histoire, nous sommes ici après une guerre nucléaire qui a tué à peu près tout ce qui était vivant. On peut dire vivant à ce stade. Tout sauf notre bon Hulk qui parcourt les États-Unis jusqu'à la charmante ville de New York, renommée Dystopia, dont tout aussi charmant et dirigé par un certain Maestro. Mais tu viens de dire que c'était un des alter-ego de Hulk. Oui, sauf que Maestro c'est avant tout un titre, tenu ici par Hercule, et qui sera donné à Hulk une fois la mort de ce dernier. Maestro est un peu comme le Hulk fusionné, à savoir l'intelligence de Banner,
et la force de Hulk, mais en étant encore plus malveillant. Au final, il faudra un Hulk du présent pour en venir à bout. Tu sais, je connais quelques techniques pour gérer tes accès de colère de façon très efficace. Tu la boucles. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite. C'était le Crime Speaker pour vous servir. Alors, c'est bon, tu l'as eu. On se casse, on se casse, on se casse. Oh, bon.